Samedi 4 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, parlant politique pour commencer, nous ne laisserons personne nous empêcher d'apporter le développement et de servir l'intérêt du peuple et de notre pays bien-aimé. C'est l'une des déclarations du président de la République de Madagascar lors de son message au peuple malagasy à la fin de l'année 2024. Il est important d'être solidaire et de s'entraider pour réaliser la vision qui est de développer Madagascar selon son discours. Il a déclaré que le mal peut être surmonté par de bonnes actions. Sylvain nous en dit plus. Madagascar Atsmetsmanjus, ou littéralement Madagascar doit se développer, ce sont les mots d'ordre à l'origine de nombreuses actions pour ce deuxième mandat du président Andrzej. Les Malagasy nous ont fait confiance pour gouverner cette grande île. Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous unir et nous entraider, a déclaré le chef de l'État malagasy. Les valeurs malagasy sont aussi une grande force. Il est donc clair qu'il n'y aura aucun obstacle à l'unité et au patriotisme pour poursuivre vers le développement qui a été entamé. Ce sont entre autres les déclarations du président de la République lors de son message au peuple malagasy pour la fin de l'année. Il a réitéré qu'il faut un Madagascar uni, ancré dans le travail et réalisant un développement pour le bénéfice de tous. Cela aura lieu en 2025. Le peuple malgache a toujours exprimé sa volonté de participer au développement. Le président de la République, Andrzej, a énuméré ses tâches à venir pour cette nouvelle année. De nombreuses infrastructures seront construites. L'État malagasy continuera également à s'occuper des questions sociales, en plus de l'application de la politique de développement et de bonne gouvernance pour améliorer l'économie nationale. Dans les actualités économiques de ce soir, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce vise l'augmentation de la production du riz local pour atteindre l'objectif de l'État qui est l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, la production rizicole doit être coordonnée au niveau local afin de satisfaire les besoins du marché de la Grande Île, mais aussi pour pouvoir offrir divers choix de produits aux consommateurs, affirme le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. En attendant, afin de stabiliser le prix du riz sur le marché, Madagascar devra encore importer. Reportage sur les images de Zahra Djiansou. Madagascar avance vers l'autosuffisance en riz, selon le défi de l'État, si l'on se réfère aux statistiques. La plupart des riz sur le marché pour l'année 2024 ont été produits localement. Si le but est de produire plus de 6 millions de tonnes afin de couvrir tous les besoins en riz de la Grande Île, Madagascar a produit 4 500 000 tonnes pour l'année 2024, selon les explications. Ainsi, l'État malagasy vise à augmenter la production de riz local pour l'année 2025, selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Pour ce faire, les producteurs sont appelés à produire plus de riz et le ministre de l'Industrialisation et du Commerce se doit d'assurer l'approvisionnement de ces riz locaux sur le marché afin que les riz venant du nord, de l'est ou encore du sud de Madagascar puissent arriver dans tout le pays à un prix raisonnable, déclare le ministre David Ralamfrink. Pour autant, Madagascar doit encore importer du riz afin de pouvoir satisfaire la demande du marché. Pour l'année 2024, 350 000 tonnes de riz importés sont arrivées sur le marché malagasy. Le prix du riz dans le pays reste encore instable du fait de plusieurs facteurs comme les infrastructures routières ou encore le changement climatique. Par ailleurs, le prix du riz importé dépend encore du contexte international. À titre d'exemple, l'Inde, qui est notre principal fournisseur de riz, a suspendu ses exportations, ce qui a entraîné la hausse du riz importé sur le marché du pays entre 2023 et 2024. Madagascar se détache petit à petit à cette importation du riz, selon la politique rizicole, et donne davantage d'opportunités aux producteurs locaux. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a tenu à rassurer les consommateurs que son département s'efforce de stabiliser le prix des PPN pour que cela s'accorde avec le pouvoir d'achat des Malagasy. Toujours concernant les réalisations au niveau du gouvernement malagasy, après le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, parlons à présent des efforts fournis au niveau du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Il ne s'agit pas de système D, mais de solutions pérennes à court, moyen et long terme pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau dans le sud du pays, selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. L'installation de 4 pipelines avance, déclare-t-il. Par ailleurs, les endroits qui n'ont pas accès aux pipelines bénéficieront de forages, selon toujours les explications du ministre de tutelle. Reportage de Radwan Manazatouf.
4 pipelines sont en cours d'installation dans le sud de la Grande Île pour résoudre le problème de manque d'eau. Le pipeline Defau, qui est actuellement en cours de réalisation, représente le plus grand des projets selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Il y a aussi le pipeline depuis le fleuve Mandjari, qui est en cours d'achèvement et qui fera l'objet de réception technique en février. Il existe également le pipeline d'Amputaka-Verbil, qui devrait atteindre jusqu'à Fokap, ainsi que de Bemamb à Mbovumbe, dont les études techniques sont déjà en cours. À cela s'ajoute le projet Ave-Lumandjari qui permettra d'irriguer 16 000 hectares de rizières. Par ailleurs, 400 forages doivent être achevés d'ici 1 an et 4 mois. Parlant religion, Monseigneur Rawilson Jean de Dieu, archevêque d'Antananarivo, occupera le poste de président du FFKM au Conseil écuménique des Églises chrétiennes de Madagascar pour cette année 2025. En effet, c'est au tour de l'Église catholique apostolique romaine de diriger ce conseil si le révérend Dr Akutsav Denis, président de l'Église luthérienne de Madagascar au FLM, qui a occupé ce poste du président l'année dernière. Selon nos sources, le dimanche 19 janvier aura lieu la passation de fonctions au temple FLM aux 67 hectares. Partant à présent vers le sud du pays, des efforts particuliers seront fournis pour réguler la circulation à Mourndave, la capitale de la région de Minabe, pour cette année 2025, afin de maintenir la sécurité, affirme le directeur régional de la sécurité publique du Minabe. Les résultats obtenus fin 2024 sont tangibles et doivent être poursuivis, selon les explications rapportées par Anienne Martina dans ce reportage. Le nombre d'accidents de 2 roues, de bajaj et de cyclopousse à Mourndave va diminuer, selon les chiffres fournis, concernant la fin de l'année et le début de la nouvelle année 2025. Les mesures mises en place pour renforcer la sécurité et le calme dans la région de Minabe au cours de la fin de l'année 2024 ont donné des résultats, selon le directeur régional de la sécurité publique. Mais au niveau de la circulation, des efforts particuliers devront encore être déployés pour une circulation fluide en cette nouvelle année, surtout pour les cyclopousses qui ne devraient pas circuler après 21 heures, selon ce responsable. Et concernant le bilan de la sécurité en général, pour Bel-sur-Tirbine en particulier, 3 personnes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de planter du maïs dans la zone protégée. 2 d'entre eux seront placés sous étroite surveillance et 1 a été placé en détention provisoire. La police nationale attend la décision de l'OMC pour renforcer la stratégie de protection de l'environnement local face à ce genre de cas. Toujours dans cette page sociale, parlant météo. Le temps sera sec en général pour la partie est et la partie centre de l'île pour les 3 prochains jours, selon les estimations du service de prévision météorologique. Aujourd'hui, des pluies accompagnées de nuages passeront dans la partie sud-ouest, la partie centre-ouest, mais aussi le nord-ouest de l'île à partir de demain et ceux de lundi, selon toujours les informations fournies par Météo Madagascar. Et dans la page sportive de ce soir, 5 postulants pour être entraîneurs des Barrières de Madagascar ont émergé du lot et passeront la sélection finale selon les informations fournies par le président de la Fédération malagaise de football ou FMF hier à Israk. Aucun nom ni pays d'origine de ces derniers n'a été révélé jusqu'à ce jour, ce qui réfute les noms qui circulent sur les réseaux sociaux actuellement. Reportage de Sylvain Anienne Martina sur les images de Secha Anjena. Il y a 51 jours aujourd'hui que l'entraîneur des Barrières A, le coach Roro, a annoncé sa démission. C'était en Tunisie et les Barrières de Madagascar ne disposent toujours pas d'entraîneur officiel à ce jour. Début décembre, un comité avait été formé pour sélectionner l'entraîneur de l'équipe nationale. À ce moment-là, 54 lettres de candidature ont été reçues par la Fédération malagaise de football. Les travaux de sélection sont désormais en cours et on sait qu'il ne reste que 5 postulants qui passeront la sélection finale et l'un d'entre eux sera alors l'entraîneur des Barrières de Madagascar. Le président de la Fédération malagaise de football n'a pas révélé les noms lors de sa rencontre avec la presse hier et aucune information sur l'origine de ces 5 candidats en lice n'a été révélée. Cependant, plusieurs noms circulent actuellement sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont que des suppositions. Le nom du nouvel entraîneur des Barrières de Madagascar sera annoncé très prochainement. Il est à rappeler qu'en mars, l'équipe nationale malagaise de football affrontera son premier match de cette année dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde, comme l'a déclaré le président malagaise de la Fédération de football.
Dans l'actualité internationale de ce soir, mesdames et messieurs, au Zimbabwe, ce pays a officiellement aboli la peine de mort après que le président Emmerson Mnangagwa ait promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une soixantaine de condamnés à mort. France 24 nous en dit plus. Il avait lui-même été condamné à mort pendant la guerre d'indépendance du Zimbabwe dans les années 60. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, Emmerson Mnangagwa abolit officiellement la peine de mort au Zimbabwe, une avancée majeure saluée par l'ONG Amnesty International. Nous félicitons le gouvernement d'avoir pris cette mesure importante qui permet d'aligner nos lois sur les normes internationales. Le Zimbabwe avait déjà introduit un moratoire sur les exécutions en 2005, mais les tribunaux ont continué à y prononcer la peine capitale. Le pays compte aujourd'hui une soixantaine de condamnés à mort. Ils devront repasser devant le juge et verront leur sentence commuée en peine de prison. Avec cette nouvelle loi, le Zimbabwe devient le 24e pays africain à abolir la peine de mort, un changement qui fait l'unanimité dans les rues de la capitale. Il fallait abolir cette loi, car la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas tuer. Donc je pense qu'il faut plutôt condamner les criminels à des lourdes peines de prison. Les organisations internationales appellent maintenant le Zimbabwe à aller au bout de l'abolition et à supprimer une clause inclue dans la nouvelle loi qui autorise un recours exceptionnel à la peine de mort en cas d'état d'urgence. Et aux États-Unis, plus précisément à Las Vegas, le militaire retrouvé mort dans le Cybertruck Tesla qui a explosé mercredi devant l'hôtel Trump de Las Vegas souffrait de stress post-traumatique et n'avait aucune animosité envers le président nouvellement élu, ont assuré hier les autorités américaines. France 24 nous en dit plus. Comment un militaire décoré, membre des forces spéciales, a pu commettre l'irréparable? Après l'explosion d'une Tesla près d'un hôtel Trump de Las Vegas, c'est la question à laquelle la police américaine tente de trouver des réponses. L'auteur des faits, Matthew Livelsberger, a laissé des justifications de son acte, notamment dans son téléphone. Il y a quelques éléments que nous avons jugés importants de partager. L'un d'entre eux se trouve sur l'application Notes. Il semble y avoir 2 lettres. Dans une en particulier, dont voici un extrait, il écrit « Chers militaires, anciens combattants et à tous les Américains, il est temps de se réveiller. Nous sommes dirigés par des dirigeants faibles et incapables qui ne servent que pour s'enrichir. » Des lettres numériques illustrant aussi, selon les autorités, un profond syndrome de stress post-traumatique. En revanche, la police en est sûre, le militaire ne visait pas directement Donald Trump. À bord du véhicule calciné, les enquêteurs ont retrouvé 2 armes, dont une au pied du corps de Matthew Livelsberger, mais aussi des bidons d'essence et des mortiers d'artifice. Le trajet de l'homme de 37 ans est lui aussi connu. Parti du Colorado le 28 décembre, il se rend à Las Vegas quelques jours plus tard, avant d'y faire exploser son véhicule. La presse américaine évoque également une dispute et une séparation avec sa femme comme possible élément déclencheur. En revanche, le FBI, lui, n'établit pour l'heure pas de connexion entre cet attentat et celui à la voiture bélier de la Nouvelle-Orléans. Direction à Et en Corée du Sud, des milliers de Sud-Coréens manifestent dans les rues de Séoul aujourd'hui dans un contexte politique de plus en plus chaotique au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. France 24. Encerclés et bloqués par les forces de police, ils se sont réunis en masse sur cette grande artère qui mène au palais présidentiel. Des dizaines de milliers d'opposants au président déchu Yoon Suk-yeol qui manifestent leur colère au lendemain de l'échec de sa tentative d'arrestation. On est là pour nous opposer à ce gouvernement. J'espère que nous serons nombreux à nous rassembler pour que notre pays évolue vers une véritable démocratie. À quelques rues de là, ce sont les partisans du président qui sont venus en nombre, brandissant des drapeaux américains et coréens et affichant des pancartes comme « Stop au vol ». Le président est en première ligne dans le combat contre les ingérences chinoises.
De même que Donald Trump s'est opposé aux élections frauduleuses, nous révélerons la vérité sur ces fraudes dans notre pays. Vendredi, les enquêteurs ont tenté en vain d'arrêter le président Yoon pour l'interroger. Malgré leur mandat d'arrêt, ils ont été bloqués. L'opération a finalement été annulée. Nouvel épisode d'une crise politique qui dure depuis la tentative avortée du président de décréter la loi martiale le 3 décembre et du vote des parlementaires en faveur de sa destitution. C'est la Cour constitutionnelle qui doit désormais confirmer ou infirmer cette décision. Samedi, l'agence anticorruption sud-coréenne a réclamé du président par intérim qu'il ordonne que Yoon obtempère. Le mandat d'arrêt contre lui expire lundi 6 janvier. S'il arrivait à expiration, un nouveau pourrait être émis, valable pour 7 jours. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme avec nous. Très bonne soirée à tous. Au revoir.